Bonsoir à tous, mesdames et messieurs, bienvenue sur Equinox Télévision et STV Spectrum. Nous sommes à l'ambassade des États-Unis à Yaoundé à l'occasion de la célébration de la 248e fête nationale de ce pays. Et notre invité, c'est l'ambassadeur des États-Unis, son Excellence Christopher John Lamora. Avec lui, nous allons faire le round-up de l'actualité nationale et internationale sur les sujets préoccupants de l'heure. Bonsoir, son Excellence, Monsieur l'ambassadeur. Bonsoir, Juliane. Et avec moi pour mener cette entrevue, Leila Ganzeux de STV. Bonsoir, Leila. Bonsoir, Excellence. Bonsoir également à vous, Julienne Berthe Bissaï. Bonsoir. Rebonsoir, Excellence. Bonsoir, Leila. Son Excellence Christopher John Lamora, le 14 juin dernier, une nouvelle ambassadrice des États-Unis a été nommée. Il s'agit d'Elizabeth Moore-Aubin. Est-ce à dire que vous partez déjà? Avez-vous toujours qualité de parler en tant qu'ambassadeur des États-Unis au Cameroun? Oui, merci pour la question et merci pour l'occasion, l'opportunité que vous me donnez pour cet entretien à l'occasion de notre fête de l'indépendance. Quant à l'ambassadeur Aubin, qui est actuellement notre ambassadeur en Algérie, oui, c'est vrai qu'elle a été nommée il y a 2 semaines maintenant comme la prochaine ambassadeur des États-Unis ici au Cameroun, mais notre processus est très long et très compliqué. Ce qui s'est passé il y a 2 semaines là, c'est que le président Biden a envoyé le nom de l'ambassadeur Aubin au Sénat des États-Unis. Mais il y a des étapes qui doivent suivre avant qu'elle ne vienne ici et ça peut durer plusieurs mois. Jusqu'au moment où elle vienne, moi je resterai ici et je continue à être l'ambassadeur. Vous êtes donc toujours l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique au Cameroun. Avec vous, j'aimerais qu'on parle de l'affaire Martinez-Zogo. Dans un communiqué conjoint avec les membres et partenaires de la Coalition pour la liberté de la presse en janvier 2024, à l'occasion du 1er anniversaire de la mort de notre confrère, vous avez reconnu les efforts du gouvernement camerounais à mener une enquête pour éclaircir les circonstances de son décès. D'ailleurs, dans un tweet, en janvier 2023, vous notiez déjà l'engagement du gouvernement camerounais à enquêter et à traduire les responsables de cette odieuse tragédie en justice. Pourtant, monsieur l'ambassadeur, ça fait exactement 1 an et 6 mois que le corps sans vie de Martinez-Zogo a été retrouvé. En 1 an, 6 mois, on n'a toujours pas la réponse à la principale question: qui a tué Martinez-Zogo? Partons de là, monsieur l'ambassadeur. Quels sont donc ces efforts d'éclaircissement et de justice que vous reconnaissez au gouvernement camerounais? Bon, d'abord, laissez-moi exprimer à tous les journalistes camerounais notre tristesse qui continue sur le décès, sur le meurtre de votre collègue Martinez-Zogo, qui n'avait pas de base justifiée. Vraiment, les journalistes camerounais, comme partout dans le monde, doivent avoir la liberté de pratiquer votre profession en liberté et aussi sans être en danger pour le pratiquer. Quant au cas spécifique de M. Zogo, je dirais que, évidemment, nous sommes le coprésident, disons, de cette commission entre les ambassades pour la liberté de la presse ici au Cameroun. Et ce que nous avons écrit dans le communiqué que vous avez cité, c'est toujours le cas. Nous voulons, ce que veulent tous les Camerounais, c'est que on trouve exactement ce qui s'est passé, qui l'a fait, et que ces personnes qui sont coupables font face à la justice ici. Il y a le cas qui est en cours, le procès qui est en cours dans le système judiciaire camerounais, et on va voir ce qui se passe là-dedans. Alors, permettez-moi de revenir avec la question. Est-ce que c'était justement un communiqué à caractère diplomatique pour enjoliver les choses? Mais sinon, qu'est-ce que le gouvernement camerounais a concrètement fait dans le sens de manifestation de la vérité? Ce n'était pas du tout pour enjoliver la situation. Le gouvernement du Cameroun, les autorités de forces de l'ordre qui sont responsables pour l'application de la loi ont arrêté plusieurs personnes, 17 personnes je crois, qui ont été arrêtées
et qui font face actuellement à la justice. Il se peut que, dans un autre cas, peut-être un gouvernement ne ferait pas la même chose. Donc, on doit donner au gouvernement de Cameroun au moins, je dirais, on doit voir, on doit noter les étapes que le gouvernement a prises. Et pour les arrestations, pour qu'il y ait ce procès dans le système judiciaire, oui, il faut le dire, il faut le reconnaître. Alors, monsieur l'ambassadeur, s'agissant toujours de cet assassinat brutal et odieux de Martinez Zogo, on va dire que cet assassinat remet au goût du jour la question de liberté d'expression. Pour vous, est-ce que le Cameroun est un bon ou mauvais élève en la matière? Bon, je crois qu'évidemment, il y a des inquiétudes, des préoccupations que nous avons ici dans le cadre des droits humains, la liberté de la presse, etc. Nous sommes clairs sur ce thématique depuis longtemps. On ne doit que regarder les rapports annuels sur les droits humains que nous publions à travers le département d'État, c'est-à-dire notre ministère des Affaires étrangères. Et nous sommes très clairs qu'il y a des choses ici que nous voudrions voir changer. Et nous travaillons pour ça. Nous travaillons avec le gouvernement, avec la société civile, avec les journalistes pour améliorer la situation. Mais je dois dire aussi qu'il n'y a aucun pays parfait. Les États-Unis non plus. Nous ne sommes pas parfaits. Dans notre Constitution, nous disons, nos fondateurs ont écrit qu'on doit continuer toujours à marcher vers ce que nous disons l'union plus parfaite. Et c'est la responsabilité de tout pays de continuer à grandir et de s'améliorer, le Cameroun ainsi que les États-Unis. Alors, monsieur l'ambassadeur, j'aimerais qu'on parle à présent de la crise dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, un sujet qui, je le sais, vous tient particulièrement à cœur. Lorsque vous prêtiez serment devant le Sénat de votre pays, vous avez justement dit que vous feriez de ce sujet votre priorité. Donc, j'aimerais, monsieur l'ambassadeur, savoir quelle est la réelle position des États-Unis d'Amérique sur la crise dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, mais surtout sur les revendications des séparatistes. On le sait, les États-Unis ont intenté des procès contre des personnes impliquées dans cette crise, mais on a aussi vu l'ancien sous-secrétaire américain aux affaires africaines émettre le vœu de voir s'accélérer le processus d'autonomisation de ces deux régions. Quelle est la réelle position du pays que vous représentez? Il faut dire d'abord que l'ancien sous-secrétaire d'État que vous avez mentionné pour les affaires africaines, l'ambassadeur Nagy, n'est plus un responsable du gouvernement des États-Unis. Lorsqu'il parle, lorsqu'il publie les choses en ligne, c'est dans sa capacité personnelle. Ça n'a rien à voir avec la position de mon gouvernement. Donc, il peut dire, parce que nous avons la liberté de l'expression, de la parole, de la presse aux États-Unis, il peut dire ce qu'il veut dire. Ça n'a rien à voir directement avec notre position. À revenir à votre première question, qu'est-ce que c'est vraiment la position des États-Unis? Qu'est-ce que nous voulons là-bas? Aux régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, il y a une seule chose que nous voulons, c'est la paix. C'est le retour à la paix dont tous les citoyens camerounais, tous les résidents du Nord-Ouest et du Sud-Ouest ont besoin et ont le droit. Il n'y a personne qui veut, je crois, que cette violence continue, que les enfants ne peuvent pas aller à l'école, etc. Vraiment, la violence doit stopper et nous avons travaillé vraiment pour faire cette résolution, cette fin à la crise depuis et même avant mon arrivée ici au pays. Avez-vous le sentiment d'une mission accomplie? Puisqu'elle a dit, lors de votre passage devant la Commission des Affaires étrangères du Sénat américain, vous avez pris justement l'engagement de travailler à la résolution de la crise anglophone. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez le sentiment d'une mission accomplie? Pas du tout. La mission ne sera pas accomplie jusqu'à ce que la paix revienne aux deux régions. En tant que diplomate, il y a des choses que moi je puisse faire, il y a des choses que je ne peux pas faire. Je ne peux pas forcer les gens à la table. Je ne peux pas forcer le gouvernement de faire telle chose ou les groupes armés de faire telle chose. Mais ce que je peux faire et ce que j'ai fait depuis mon arrivée ici, il y a presque 2 ans et demi,
c'est d'encourager une continuation élargie de la conversation entre tous les parties prenantes pour qu'ils puissent trouver une résolution qui est le résultat que veut le peuple du Nord-Ouest et du Sud-Ouest par rapport au retour à la paix. Si cette paix, justement, devait passer par l'accès aux revendications des séparatistes, chose à laquelle le gouvernement camerounais est totalement opposé, qui est-ce que les États-Unis d'Amérique choisiraient d'accompagner? Nous accompagnons le processus qui enfin résoudra la situation. Nous ne choisissons pas tel côté. C'est pour les Camerounais, les citoyens, la société civile, le gouvernement, de parler entre eux pour trouver la meilleure solution pour le pays du Cameroun, pas nous. Alors, Son Excellence, Monsieur l'ambassadeur, il y a des citoyens camerounais ou des citoyens américains d'origine camerounaise qui ont été interpellés aux États-Unis pour financement justement de cette crise anglophone. Quelle peine encourent-ils si jamais les faits sont avérés? Bon, les agences des États-Unis chargées de l'application de la loi ont pris des mesures ciblées contre certaines personnes aux États-Unis qui, dans le contexte de la crise, ont fait des choses contre la loi américaine. Et c'est pour ça qu'ils ont été interpellés, arrêtés. Il y a plusieurs qui sont en prison actuellement, après avoir été trouvés par les cours aux États-Unis coupables de ces violations de la loi américaine. Et je ne peux pas dire ce qui va se passer dans le futur, mais s'il y a des personnes là-bas qui continuent à faire contre la loi, je suis sûr que mes collègues dans les agences de force de l'ordre de l'application de la loi vont continuer à les poursuivre. Et si l'État du Cameroun exigeait, par exemple, l'extradition pour que ces accusés soient jugés au Cameroun, par exemple, selon la loi ou conformément à la loi sur le terrorisme, Monsieur l'ambassadeur? Bon, c'est une conversation que nous avons eue avec le gouvernement camerounais. Traité d'extradition, c'est une situation vraiment compliquée. On doit voir si ce qu'ils ont été accusés d'avoir fait aux États-Unis et aussi contre la loi ici, etc. Parce que les cas sont différents. Le Cameroun peut voir que ces gens qui se trouvent aux États-Unis ont fait des choses que la loi camerounaise serait contre, mais pour ce moment, ce qu'ils ont été accusés d'avoir fait aux États-Unis, c'est contre les lois américaines. Ce sont deux cas différents, deux choses différentes. D'accord. Alors, monsieur l'ambassadeur, vous le savez, nous le savons tous, le Cameroun prépare des élections en 2025, ce qui me permet de revenir un tout petit peu sur le passé. Au sortir d'un entretien avec le chef de l'État, en mai 2018, votre prédécesseur, Peter Ballerin, dans un communiqué publié sur le site de l'ambassade américaine, il encourageait le président de la République en fonction depuis 1982 à, je cite, penser à son héritage et à la façon dont il souhaite que les livres d'histoire qui seront lus par les générations futures se souviennent de lui. Une prise de position qui, vous le savez, a provoqué l'ire du régime de Yaoundé. Alors, depuis que vous êtes arrivé, on ne vous entend pas sur le même sujet, on ne vous entend pas avec le même ton. Est-ce que vous avez reçu des instructions de Washington sur la question? Bon, ce qu'a fait ou que n'a pas fait mon prédécesseur, c'est dans l'histoire. Pour moi, quand je suis arrivé ici en mars de 2022, je me suis dit et j'ai dit aux autorités camerounaises que je voudrais avoir avec eux et avec tout le Cameroun, les citoyens camerounais, une relation ouverte, honnête, respectueuse, que si parfois j'ai des choses à dire que peut-être les autorités camerounaises ne voudraient pas entendre de ma part, ça c'est normal, ça c'est la diplomatie. Mais je le ferai dans une manière à huis clos au maximum. Et s'il y a des cas, et il y aurait des cas, je leur ai dit, où il est nécessaire de dire quelque chose publiquement, même publiquement, ce que nous allions dire, ce serait de manière respectueuse, parce que sinon, on ne peut pas continuer à avoir des conversations honnêtes, ce qui est nécessaire dans le cadre de la diplomatie internationale.
Monsieur l'ambassadeur, depuis le déclenchement de la crise anglophone jusqu'à l'élection présidentielle de 2018, il faut quand même rappeler qu'il y a des Camerounais qui ont été arrêtés, qui ont été mis en prison juste pour leurs opinions, pour avoir exprimé leurs opinions. Je pense ici à Bibou Nissak du MRC, le professeur Alain Foguet, trésorier du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun. Comment les États-Unis, terre de démocratie et de grande liberté, ne s'est pas exprimé sur ces appels à la libération? Bon, comme je le disais il y a quelques secondes en réponse à la question de votre collègue, le fait que le public camerounais ne voit pas tous les jours ce que nous faisons ou ce que je dis, ce ne veut pas dire que je ne le dis pas. Ça veut dire que peut-être j'ai fait le choix dans un tel cas d'avoir cette conversation avec les autorités en privé parce qu'on peut échanger plus facilement. Pour moi, aller au micro, dire « Ok, je pense que le gouvernement de Cameroun devrait faire telle chose, ça arrive à quoi ?» Si quelqu'un venait aux États-Unis et disait « Ah, le gouvernement des États-Unis doit faire ça », oui, cette personne a évidemment le droit de le faire et de le dire. Mais est-ce que le gouvernement va répondre bien, même chez nous? Et donc, on doit avoir des conversations productives. C'est ce que j'essaie de faire. Est-ce que vous pensez que votre stratégie, votre façon de faire, est-ce que vous pensez que ça marche? Parce que, comme Julienne le disait tout à l'heure, il y a qui sont toujours 41 personnes qui restent enfermées. Certains ont été condamnés pour 7 ans par le tribunal militaire. Certains, dont une femme à la prison à Douala, a été condamnée pour 5 ans. Qu'est-ce que vous pensez de la démocratie telle que exercée, telle que pratiquée, telle que appliquée au Cameroun? Bon, je disais avant que chaque pays doit trouver son propre chemin. Chaque pays se développe dans son temps. Je peux être ici en tant qu'ambassadeur des États-Unis et je peux dire je critique ça, je n'aime pas ça. Mais ça arrive à quoi de le dire? Nous sommes tous sur nos propres chemins. Je soutiens le gouvernement américain à continuer à donner du soutien au peuple camerounais en termes d'aide humanitaire et nous promouvons les droits humains. Dans le cas des personnes dont vous parliez qui se trouvent toujours en prison, ce que nous voulons voir, non pas seulement pour elles, mais pour toutes les personnes qui sont en prison ici et partout dans le monde, c'est qu'ils aient le jour au tribunal dont ils ont le droit d'après les lois de son propre pays. Et la justice doit être poursuivie dans une manière ouverte, dans une manière où la personne a le droit d'exercer les droits qui sont lui accordés dans les lois de ce pays-là. C'est ce que nous voulons. Son Excellence Christophe John Lamora, vous avez travaillé au consulat des États-Unis à Douala dans les années 90. On va dire que c'était une période de braise ou de balbutiement de la démocratie dans les pays africains. Vous revenez au Cameroun comme ambassadeur des États-Unis des années plus tard, entre votre départ en 93 et votre retour en 2022. Qu'est-ce qui a changé sur le plan de la gouvernance au Cameroun? Bon, je vais vous répondre en 3 parties. Je dirais d'abord que quand j'étais jeune diplomate ici, il y a 32 ans, j'aurais jamais imaginé, j'aurais jamais pensé qu'un jour, 30 ans plus tard, que je reviendrai au Cameroun en tant qu'ambassadeur. C'est plus qu'un rêve. C'est quelque chose qui n'était pas, même si je peux créer un mot, rêvable. Je n'aurais jamais pensé. Donc, c'est un très grand honneur d'être ici, représentant mon pays au vôtre. Il y a des changements. Mais je dois dire aussi, deuxièmement, je disais que j'allais répondre en 3 parties. La deuxième partie, c'est que le boulot que j'avais à ce temps-là, vice-consul au consulat à Douala, c'est une perspective complètement différente de ce que je vois maintenant en tant qu'ambassadeur. Donc, il est un peu difficile de comparer
quand mon point de vue et où je suis assis actuellement est tellement différent. Mais la troisième partie, j'ai commencé à dire, il y a des changements. Je vois comment l'accroissement du pays, comment l'économie a grandi. Évidemment, la population a, je crois, 4 fois plus que ce que c'était il y a 30 ans. Et ça veut dire qu'il y a des besoins beaucoup plus profonds et beaucoup plus étendus de ce qui existait à cette époque-là. Ce que nous faisons, nous encourageons non pas seulement le gouvernement, mais la société civile et les citoyens lambda du Cameroun à faire, nous aidons à que ces besoins soient remplis par le gouvernement avec l'assistance des États-Unis. Alors, vous dites justement qu'il y a des changements, des améliorations. Qu'est-ce que vous pensez des revendications faites par la classe politique et par la société civile sur le code électoral? Bon, comme je disais dans mes réponses à d'autres de vos questions, à la fin de la journée, au fur et à mesure, c'est vraiment les Camerounais, vos représentants au Parlement, l'Assemblée nationale, le Sénat, et les membres du gouvernement même, qui auront la responsabilité de revoir le code électoral, de voir si ça continue à marcher correctement dans l'environnement actuel du Cameroun à ces jours. Est-ce que c'est vraiment le code électoral? Est-ce que les partis politiques ont vraiment le droit de se présenter aux élections? Est-ce que les citoyens ont le droit de faire le choix qu'ils veulent, de voter pour la personne qu'ils veulent vraiment dans une telle position? Ce sont des questions que les Camerounais doivent se poser à eux-mêmes. Et comment est-ce que les États-Unis d'Amérique que vous représentez peuvent aider le Cameroun dans la construction d'une démocratie qui sied finalement à tous les Camerounais? Bon, nous avons fait beaucoup de choses. Nous sommes assis actuellement dans le centre américain de l'ambassade, c'est-à-dire ce n'est pas seulement une bibliothèque, mais c'est un centre de formation. Et pendant des années, nous avons tenu ici des ateliers, des formations, des courses pour les représentants de la société civile. Nous avons engagé avec des représentants des partis politiques ainsi que du gouvernement. Et à travers ça, nous pouvons les exposer aux expériences des États-Unis. Nous soutenons aussi des voyages de familiarisation pour les membres des partis politiques, sociétés civiles, etc., aux États-Unis pour voir comment fonctionnent les choses là-bas. Non pas pour dire que la manière dans laquelle les choses fonctionnent aux États-Unis est meilleure de ce qui se passe ici au Cameroun, mais pour qu'ils sachent qu'il y a d'autres manières de choses. Ils reviennent ici au Cameroun avec ces expériences, avec ce qu'ils ont appris, et ils peuvent mettre ça en œuvre, en action, si c'est bien ici. Alors, Son Excellence, Monsieur Christophe Lamora, de 1982 à 2024, les États-Unis sont à leur 7e président. Il y a eu Ronald Reagan, George Bush père, il y a eu le fils, il y a eu Donald Trump, Barack Obama. Mais au Cameroun, nous avons le chef de l'État, Paul Biya, qui est au pouvoir depuis 1982. Est-ce que pour vous, quelle est votre analyse sur cette longévité des pays ou des chefs d'État africains au pouvoir? Bon, c'est le président Obama, si je ne me souviens pas mal, qui a dit que ce dont le monde a besoin, ce sont des institutions fortes. Et donc, on doit construire les institutions, on doit renforcer les institutions. Et si les institutions camerounaises sont dans une manière où le président continue pendant des décennies, mais que les citoyens camerounais ont eu la possibilité de choisir leur président, ça marche pour le Cameroun. Si les citoyens camerounais décident qu'ils veulent du changement, j'aimerais que les citoyens camerounais et le gouvernement camerounais et les représentants au Parlement, etc., se parlent entre eux pour décider comment arriver à ce point. On ne peut pas comparer les systèmes. Je disais avant, il n'y a aucun système dans le monde qui est parfait. Vous avez raison.
Nous aurons nos élections présidentielles en novembre prochain et il se peut que nous allons élire un autre président, soit un ancien président, soit l'actuel, mais il peut y avoir un changement. Ça, c'est la manière dans laquelle fonctionne notre système, le vôtre, c'est différent. Alors, monsieur l'ambassadeur, le Cameroun est empêtré depuis plusieurs semaines déjà, depuis quelques mois déjà, dans une affaire de haute instruction. On parle de vraie haute instruction, on parle de fausse haute instruction. Ceci part d'une délégation permanente de signature. Alors, est-ce que vous, qui êtes dans le haut management, est-ce que vous ressentez les hautes instructions dans les rapports entre le Cameroun et les États-Unis d'Amérique que vous représentez? Je veux dire, est-ce que le SGPR vous passe des instructions de la part du président de la République du Cameroun? Comment est-ce que ça se passe? Ce que je peux dire d'abord, c'est que l'ambassadeur de n'importe quel pays reçoit ses instructions de sa propre capitale, par des autorités du gouvernement où il est effectué en tant qu'ambassadeur. J'ai des conversations avec le SGPR. Nous avons parlé plusieurs fois ensemble et je trouve toujours ces conversations intéressantes et bonnes pour la construction, l'amélioration des relations entre nos deux pays. Mais si je vous ai bien compris, je vous demandiez si je reçois des instructions du SGPR. Si du SGPR, vous recevez, je vais dire, des conversations. Est-ce que le SGPR vous dit, le président de la République du Cameroun aimerait ça ou je ne sais pas? Est-ce que vous recevez, est-ce que vous discutez avec le président ou vous discutez avec le SGPR? J'ai eu des conversations avec les deux. Si je suis en train de parler avec le secrétaire général de la présidence, M. Ngongo, et il me dit que le président lui a dit telle chose, j'accepte que le président lui a dit telle chose. Ce n'est pas à moi de demander si vraiment c'est les instructions du président. Je l'accepte, c'est la manière dans laquelle votre gouvernement est structuré actuellement. Monsieur l'ambassadeur, avec votre permission, je voudrais qu'on revienne un peu sur l'élection présidentielle de 2025. Je le disais tout à l'heure, le chef de l'État Paul Biya est au pouvoir depuis 1982. Soit 42 ans de pouvoir sans partage. Vous est-il arrivé un jour, lors de vos audiences au Palais de l'Unité, de lui demander de quitter le pouvoir? Absolument pas. Je ne le ferai jamais. Je ne pense pas que c'est la place d'un ambassadeur de le faire. C'est aux Camerounais, comme je le disais plusieurs fois déjà, de choisir soit son prochain président, soit la continuation du président Biya. C'est pour ça que nous avons, dans les pays où existent les élections, c'est pour ça que nous avons les élections. Ce n'est pas mon rôle, responsabilité, de dire à quelqu'un de quitter le pouvoir. Vous avez dit dans les pays où nous avons des élections. Je veux dire, qu'est-ce que ça veut dire? Il y a des pays où il n'y a pas d'élections, donc je ne peux pas dire que vous ne pouvez pas vous mettre pour les élections s'il n'y a pas d'élections. Très bien. Alors, monsieur l'ambassadeur, j'aimerais, avec également l'accord de Julienne, qu'on parle économie un tout petit peu. En février 2019, les États-Unis d'Amérique ont réduit l'aide militaire au Cameroun d'environ 17 millions de dollars en réponse à des vidéos montrant des exactions des militaires sur des civils. En octobre de la même année 2019, pour des préoccupations similaires en matière de droits de l'homme, le président Donald Trump a mis fin à l'éligibilité aux avantages commerciaux préférentiels en vertu de l'Agora. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que les États-Unis d'Amérique attendent concrètement du Cameroun pour que soit rétablie cette relation de confiance, ce rapport de confiance? Nous faisons chaque année des rapports sur les droits humains sur presque tous les pays, partout dans le monde, y compris le Cameroun. Et on ne doit que regarder ces rapports. On peut aller en ligne, on peut voir ce que nous avons écrit depuis des années. Nous avons des inquiétudes, nous avons des préoccupations ici en matière de droits humains. Ça, c'est clair. Et nous n'avons jamais caché ça. Il y a des lois américaines qui disent, vous avez mentionné le programme de commerce AGOA. La loi qui a établi le programme d'AGOA dit très clairement, pour continuer à être dans ce programme, un pays ne devrait pas violer, abuser les droits humains dans de telles choses. On doit avoir les protections pour les personnes, pour les travailleurs, etc., les syndicats.
Ça, c'est tout écrit dans la loi. Et chaque année, l'autorité des États-Unis, que nous appelons en anglais US Trade Representative, c'est-à-dire le représentant des États-Unis pour le commerce international, regarde les renseignements, regarde les faits de chaque pays et prend chaque année la décision si ce pays va continuer ou non dans le programme. À la fin de l'année 2019, comme vous l'avez très bien dit, le président Trump a décidé d'enlever le Cameroun ou de suspendre le Cameroun de ce programme parce qu'on a trouvé que le Cameroun ne remplissait les critères de la loi. Nous avons eu des conversations avec le ministre de l'Économie, le ministre des Finances, etc., sur ce qu'il faut faire pour qu'un jour, peut-être la décision sera différente. Et c'est une conversation que nous continuons à avoir. Alors, votre pays, monsieur l'ambassadeur, a accordé un prêt de presque 55 milliards de francs CFA au Cameroun pour faciliter le transfert des compétences aux communes dans l'entretien des voiries, adduction en eau potable. Quel est le bilan sur le suivi de ce projet au moment où vous allez quitter le Cameroun? Bon, ce n'est pas encore le moment où je vais quitter le Cameroun, oui. Pour être clair. J'espère que je serai ici pendant longtemps toujours. Oui. Vraiment, les détails de ce projet spécifiquement, je n'ai pas en tête en ce moment, je dois vous être honnête en ça. Ce que je peux vous dire, c'est que depuis des années, nous avons soutenu beaucoup de projets et nous continuons à soutenir beaucoup de projets dirigés vers le développement durable du Cameroun dans l'eau potable, dans les barrages. Il y aura un barrage sur le fleuve Sanaga qu'une société américaine, une entreprise américaine va construire de 240 MW par exemple. Nous avons d'autres projets pour les équipements de construction lourds. Donc nous allons continuer à faire ça et aussi dans le domaine de la santé publique où nous avons dépensé et partagé des millions de dollars pendant des années. Donc c'est ce que nous faisons pour le peuple camerounais. D'accord. Monsieur l'ambassadeur, en février dernier, le Cameroun et la Russie ont célébré 60 ans de coopération. D'ailleurs, le chef de l'État camerounais a personnellement pris part l'année dernière au 2e sommet Russie-Afrique. Tout ça dans un contexte de crise. Crise entre la Russie et l'Ukraine. Un conflit dans lequel les États-Unis d'Amérique apportent son soutien à l'Ukraine. Monsieur l'ambassadeur, partant de là, est-ce que vous êtes jaloux de la relation que continue d'entretenir le Cameroun et la Russie? Je rappelle d'ailleurs que le 12 avril 2022, vous étiez déjà au Cameroun, un accord militaire a été signé entre le Cameroun et la Russie. Bon, d'après ma connaissance d'abord, ce qui a été signé en avril 2022, ce n'était pas un nouvel accord, c'était le renouvellement d'un accord qui existait déjà. Donc pour moi, ce ne représente pas de changement dans les relations entre le Cameroun et la Russie. Je veux revenir fortement à la question de jalousie. Je ne suis pas du tout jaloux de la relation entre le Cameroun et la Russie parce que je suis confiant complètement dans la relation que nous avons avec le Cameroun depuis des décennies. C'est une relation vraiment forte. Et je dois vous rappeler aussi que oui, c'est vrai que le président Biya est allé à Saint-Pétersbourg pour le sommet Russie-Afrique, mais il avait été aussi en décembre 2022 à Washington pour le sommet entre le président Biden et les leaders d'une cinquantaine de pays africains. Donc, nous sommes vraiment sûrs, nous sommes vraiment, je dirais de nouveau, confiants dans la relation que nous avons avec le Cameroun et que nous avons montré depuis des décennies est forte et continuera à de l'être. Quel est le regard des États-Unis sur l'entrée de la Russie et la Chine en Afrique? Bon, je crois que ce sont deux questions différentes. La Chine est en Afrique majoritairement, je dirais, si je peux dire ça, dans le domaine économique et de développement. Et il est vrai que des pays africains, y compris le Cameroun, ont besoin des infrastructures, etc., que peut-être parfois ce ne sont pas les pays occidentaux qui vont remplir ces besoins. Donc on comprend
on comprend la raison pour laquelle le Cameroun, par exemple, va vers la Chine pour trouver des choses comme ça. Ce que nous disons, c'est simplement que quand de telles décisions arrivent, que les gens, les responsables du gouvernement qui vont prendre les décisions, le faire avec les yeux ouverts. C'est simplement ça. La Russie, c'est un cas différent. La présence de Wagner, qui travaille de la part du Kremlin, en République centrafricaine, au Mali et à d'autres pays africains, sont vraiment une menace à la stabilité et la paix sur le continent. Et c'est pour ça que nous sommes inquiétés. Mais je reprêche ce que je disais il y a 2 secondes sur la Chine. Chaque pays doit regarder ce que des autres de l'extérieur les offrent et demander s'il est vraiment un bon engagement pour le pays qui va recevoir cette relation, cette aide, entre guillemets. Pourquoi pensez-vous que c'est une menace, l'entrée de la Russie? Pourquoi pensez-vous que la présence de Wagner en Afrique est une menace pour les pays africains? On doit regarder simplement la République centrafricaine, que je connais assez bien, qui est votre voisin. Tout à fait. Il y a des centaines de milliers de réfugiés centrafricains qui vivent dans les régions de l'Adamawa et de l'Est depuis des années. La présence de Wagner en RCA n'a pas résolu le conflit en RCA. Le contraire, ils ont construit un réseau économique, sécuritaire, qu'ils dirigent de là, qui mettent de l'argent, qui prend des ressources naturelles de la République centrafricaine et qui n'aident pas au peuple centrafricain. C'est très facile, ça. Et comment on se sent lorsque finalement on est nommé en RCA, sachant effectivement que Wagner y est également? Comment? Comment est-ce qu'on se sent lorsqu'on est nommé en RCA, quand on est ambassadeur des États-Unis d'Amérique? Puisque c'est votre prochain poste. Je voulais être clair que ça, c'est la question qu'elle m'a posée. Bon. De la chaise dans laquelle je suis assis actuellement, non, cette chaise, mais la chaise de l'ambassadeur des États-Unis au Cameroun, je regarde les choses à travers les yeux de Yaoundé. Si le Sénat américain choisit enfin de me confirmer pour ce poste-là, j'aurai un boulot différent. Mais j'ai toujours en tête, la politique des États-Unis est claire. Et la politique des États-Unis, je m'en doute vraiment que ça changerait. C'est que on doit avoir des relations constructives, positives avec les gouvernements, les pays, partout en Afrique. Et si nous voyons que Wagner, c'est une menace, nous allons parler honnêtement, à huis clos, comme je disais avant, avec les autorités centrafricaines pour voir comment nous pouvons aider la situation. Alors, on va parler santé. Notamment, on va parler de la lutte contre le paludisme, qui reste un problème majeur de santé publique au Cameroun, maladie endémique la plus répandue dans notre pays. En mars dernier, le coordonnateur mondial de lutte contre le paludisme, le docteur David Walton, était au Cameroun. À cette occasion, justement, il a lancé le projet SEMB1, donc système pour mettre fin au fardeau du paludisme grâce à un projet significatif. Le projet est financé à hauteur de 18 milliards de francs CFA. Monsieur l'ambassadeur, qu'est-ce que vous pensez de la façon dont sont utilisés les fonds mis à la disposition du Cameroun pour réduire l'impact du paludisme? D'abord, la première chose que je devrais dire au sujet du paludisme, c'est que le Cameroun est parmi les 11 pays les plus affectés du paludisme dans le monde. Et pour ça, c'est vraiment important et que le Cameroun a été choisi d'être le premier pays de recevoir le vaccin contre le paludisme. On doit continuer à prendre d'autres mesures de sécurité contre le paludisme, qu'on sait déjà, qu'on connaît déjà, mais c'est important et c'est une bonne chose que le Cameroun a été choisi pour le faire. Et aussi que une des raisons que le Dr. Walton, le coordinateur mondial de paludisme pour les États-Unis, est venu ici en avril, c'était que il y avait une conférence internationale organisée par l'OMS et le gouvernement du Cameroun sur le paludisme. Le Cameroun a montré pendant des années son engagement pour mettre fin à cette maladie.
comment nous voyons que les fonds soient utilisés, je crois que nous avons un très très bon partenariat avec le gouvernement, avec la société civile, avec les centres de santé de base et ensemble, avec l'OMS aussi, nous avons continué à lutter contre le paludisme. Alors, concernant toujours le vaccin contre le paludisme, il y a des spécialistes de la santé camerounais et même à l'étranger qui émettent des réserves sur ce vaccin-là. Que leur répondez-vous? Qu'ils ont tort. Pourquoi est-ce qu'ils ont tort? Parce qu'il y avait des recherches faites aussi par des chercheurs camerounais qui ont vu l'importance et l'efficacité de ce vaccin. Et on ne aiderait pas à implémenter un vaccin qui n'était pas sûr. Vous êtes sûr? 100%. Alors, monsieur l'ambassadeur, alors qu'on annonce une résurgence du Covid-19, comment est-ce que le partenariat entre les États-Unis d'Amérique et le Cameroun peut contribuer à prévenir l'émergence de nouvelles pandémies et bien sûr sauver des vies? Bon, le partenariat que nous avons eu depuis des décennies avec le Cameroun en matière de santé publique est très très bien connu et très fort. Quand le Covid-19 est arrivé pour la première fois partout dans le monde, en 2020, fin 2019, début de 2020, Oui. le Cameroun a été beaucoup plus préparé pour répondre à cause du partenariat en santé publique que nous avons depuis tout ce temps-là. Vous voyez les taux d'infection de la COVID-19 au Cameroun pendant la première partie de la pandémie-là étaient beaucoup plus basses. Beaucoup que dans d'autres pays. Et moi, je crois que c'est à cause des relations et de comment nous avons aidé le Cameroun pendant tout ce temps à construire l'infrastructure physique et aussi de formation pour le système de santé publique. Et le Cameroun a très très bien répondu au Covid. Et je crois que ça se passera de nouveau. D'accord. Alors, monsieur l'ambassadeur, avec Julienne, on va un tout petit peu parler de votre bilan, si ça ne vous dérange pas. Depuis votre arrivée au Cameroun, est-ce que vous avez pu avoir un tête-à-tête, un one-to-one avec le président de la République du Cameroun? Je me souviens que dans une précédente interview accordée à l'un de nos confrères, vous disiez justement n'avoir pas encore pu lui remettre vos lettres de créance. Est-ce que vous l'avez finalement fait? Je veux dire tête-à-tête avec Paul Biya comme vos prédécesseurs. Bon, oui, j'ai donné mes lettres de créance au président Biya, au chef de l'État, en juin de l'année dernière, en juin de 2023. Dans quel contexte? Comment? Dans quel contexte? La présidence a dit à tous les ambassadeurs qui étaient ici à ce point-là qu'ils n'avaient pas encore soumis ces lettres de créance au chef de l'État. Nous sommes allés en 4 étapes, je crois, pendant une semaine. Et moi, j'étais parmi ceux qui ont donné mes lettres au président. Est-ce que j'ai eu un tête-à-tête, one-on-one avec lui à ce moment-là? Non, ce n'était pas la manière dans laquelle le palais a décidé de faire les présentations des lettres. Mais oui, j'ai eu une autre occasion d'engager directement avec lui plus tard dans l'année 2023. En 4 mots, si on vous demandait de qualifier le chef de l'État Paul Biya, que diriez-vous? Dans quel sens? Je ne comprends pas la question. 4 mots pour décrire le chef de l'État Paul Biya. C'est quelqu'un qui a dirigé le pays des décennies. Décennies? Les Camerounais. On retient décennies? C'est pas vrai. Il a dirigé le pays pendant des décennies, c'est vrai. Il est devenu président en 1982. Oui. Donc, c'est clair. Ce sont les Camerounais qui le connaissent beaucoup plus que moi. Je n'ai eu que cette seule conversation avec lui. Je ne sais pas ce que vous cherchez là. Alors, Son Excellence, je voudrais vous aider un peu. Quand je parle de décrire le chef de l'État, alors d'aucuns diraient qu'il est un fin stratège, d'aucuns diraient qu'il est, comment est-ce que je vais dire, voilà, qu'il est stratège, qu'il est mature, voilà, c'est un homme qui est silencieux. Comment est-ce que vous pouvez décrire le chef de l'État Paul Biya? Même si c'est 2 mots, en 2 mots. Je vais dire plus que 2 mots. Okay. Ce que je vais dire, c'est qu'il n'y a aucune personne dans le monde qu'on peut détruire
d'écrire en 4 mots. Ok. Donc, essayer de le faire pour quelqu'un qui a duré tellement longtemps, ce serait impossible de répondre à votre question dans la manière que vous l'avez posée. Alors, monsieur l'ambassadeur, quels sont les défis spécifiques que vous avez rencontrés depuis votre arrivée au Cameroun? Qui sont les défis spécifiques, particuliers, que vous avez rencontrés depuis votre arrivée au Cameroun? Je me bats toujours, et quand j'utilise le mot se battre, ce n'est pas dans le sens de combat, c'est le sens de effort. Pour toucher le plus grand nombre de Camerounais que je le puisse. Et ce n'est pas facile parfois de voyager partout dans le Cameroun. J'ai eu l'occasion jusqu'à ce moment de visiter profondément 8 des 10 régions. J'aimerais la possibilité de voir les 2 autres. Et parce que je crois que le plus que je vois, le plus grand nombre de personnes avec lesquelles j'ai l'occasion d'échanger, le meilleur sera la politique des États-Unis par rapport au Cameroun. Et donc, j'essaie toujours d'apprendre et j'espère que les Camerounais qui regardent ce programme vont se sentir libres à nous communiquer ce qu'ils ont en tête, ce qu'ils désirent, ce qu'ils veulent que l'ambassade des États-Unis fasse à leur regard, et on essaiera de le faire. Alors, lorsque vous arriviez au Cameroun, on le disait à l'entame avec Julienne, vous avez dit faire de la crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest votre préoccupation première et que travailler à sa résolution serait justement votre priorité. Aujourd'hui, 2 ans après votre arrivée au Cameroun, quels sont vos principaux succès? On ne dira pas la résolution de la crise anglophone, parce que, permettez-moi l'expression, ce n'est pas une réussite, et c'est un euphémisme. Bon, ce n'est pas une réussite complète. Je dirais que c'est une réussite dans le sens que, comme je disais avant, nous avons arrêté plusieurs personnes aux États-Unis qui causaient des problèmes ici, qui violaient les lois américaines dans le contexte de la crise. Nous avons soutenu des conversations entre les différentes parties prenantes. Nous avons aussi essayé de donner de l'aide humanitaire aux gens au nord-ouest et au sud-ouest qui souffrent. Moi, personnellement, j'ai visité le sud-ouest 3 fois, je crois déjà, et Bamenda 1 fois, en janvier de cette année-ci, pour voir moi-même ce qui se passe là-bas. J'ai beaucoup d'amis du nord-ouest et du sud-ouest avec lesquels j'échange tout le temps, qui m'encouragent à continuer à faire ce que nous sommes en train de faire. Et donc, ce n'est pas une réussite dans le sens que la paix ne soit pas rentrée complètement, mais je crois bien que nous avons fait des progrès importants. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué lorsque vous étiez au nord-ouest, par exemple? Bon, j'aurais bien aimé pouvoir aller plus loin des zones où nous étions, parce que je sais bien, je comprends parfaitement que j'ai vu seulement une très petite portion de même la ville de Bamenda et pas plus loin de ça dans le nord-ouest, parce que je sais bien que même quand Bamenda est plus calme que d'autres endroits dans le nord-ouest, on ne peut pas le connaître, on ne peut pas le sentir vraiment sans le voir. Mais j'y suis pas allé. J'aurais aimé aller plus loin là-bas. S'il fallait vous noter, si on vous demandait de vous attribuer une note sur 10. En 2 ans, ça revient sensiblement à la même question, vos succès. Mes succès. Je suis vraiment fier de beaucoup de choses hors des murs de l'ambassade et aussi dans les murs de l'ambassade. Hors des murs de l'ambassade, je dirais que la continuation de notre aide, notre assistance dans le domaine de la santé publique, on ne peut pas le souligner suffisamment, vraiment. Parce que nous avons sauvé des milliers de vies en coopération, en partenariat avec nos homologues camerounais, les docteurs, les infirmières, etc. Et ça, c'est vraiment important. Sauver les vies, il n'y a rien de plus grand que ça.
Il y a un mois, nous avons fait ici même dans l'ambassade un événement pour que nos employés, moi y compris, pouvaient donner du sang, donner une partie de nous-mêmes pour sauver des vies des Camerounais que nous n'allons jamais rencontrer. Ouais. Ça, c'est quelque chose. Ça, c'est quelque chose. Et au niveau personnel, au niveau humain, c'est vraiment important ça. Nous avons des liens économiques qui grandissent, qui deviennent de plus en plus forts, et je suis très heureux qu'il y avait des partenariats, des contrats, des mémorandums d'accords, etc., qui ont été signés durant les 2 dernières années et demie. Et on va continuer à pousser pour ça, l'investissement des sociétés, des entreprises américaines. Donc, il y a beaucoup de choses, mais je dois dire quelque chose. Ce n'est pas probablement intéressant à votre audience, mais je vais le dire quand même. Je suis fier de mon équipe. Il n'y a rien de plus important que de soutenir votre équipe et de reconnaître le travail que votre équipe fait de jour en jour. Vous avez eu l'occasion aujourd'hui de rencontrer plusieurs des membres de notre équipe du bureau de presse des affaires publiques. Mais il y a des centaines de Camerounais et d'Américains et quelques personnes d'autres pays qui travaillent ici à l'ambassade tous les jours, qui travaillent sans cesse, sans relâche, pour la citoyenneté camerounaise et pour améliorer la vie des Camerounais. Et je suis extrêmement fier d'être leur ambassadeur et de voir ce qu'ils accomplissent tous les jours. Monsieur l'ambassadeur, nous sommes arrivés au terme de cette entrevue, mais je m'en voudrais si je ne vous posais pas cette question. Vous êtes au Cameroun depuis 2022. Quels sont les plats préférés, vos plats préférés? Oh, la question la plus difficile. En dehors du dolé, du héros et des beignets haricots. En dehors de ça, C'est une colle. oui, mais vous m'avez toujours laissé le mbongo chubi, le mbongo porc, le cléché que j'ai découvert à Marois, Oui. la njama jama, kati kati, quoi d'autre? Ça c'est Vous avez passé le test. plusieurs déjà. Vous avez passé le test avec brio. Ok. Merci énormément, monsieur l'ambassadeur, d'avoir accepté de répondre à nos questions. Merci également à vous. Merci, Leïla. Berthe Bissaï, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve très vite sur les antennes de Spectrum Télévision et Equinox Télévision, si bien sûr Dieu le veut. Bonsoir.